Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique sur Cure, un film sorti en 1997, écrit et réalisé par Kiyoshi Kurosawa, avec Koji Yakusho et Masato Hagiwara. C'est un film qui dure 1h50 environ, et qu'est-ce qui se passe pendant 1h50 ? Eh bien, c'est un détective qui enquête sur des meurtres très étranges. Un X est marqué sur la nuque ou sur le cou de chaque victime. Et le meurtrier n'est jamais loin et ne se souvient plus de ce qu'il fait. C'est bien étrange tout cela. C'est une suggestion Cure de Rob suite à sa victoire du dernier quiz qui a eu lieu. Donc c'est une suggestion de sa part. Moi le film m'avait fait une bonne impression, pas au départ, mais il est clair que voilà, en le revoyant, il y a plus de richesse, il y a des choses qui sortent quand on connaît un peu le récit, et même quand on connaît le récit, il y a des choses comme ça qui s'insinuent dans les interstices des plans. C'est assez formidable, il y a beaucoup de choses sur le film, j'entends par là beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de textes, notamment sur Reddit, qui essayaient d'expliquer, vous savez, les fameuses explications, mais le film est riche, le film est riche pour cela. C'est aussi un film qui célèbre un réalisateur, parce que c'est un réalisateur qui a commencé son parcours assez frustré. Beaucoup de télévision, beaucoup de direct-to-vidéo. Il a commencé dans du Pink, donc dans des choses de série rose, pourrait-on dire. Et il est monté au fur et à mesure avec l'expérience de tourner beaucoup de films. Son film précédent, Le Gardien de l'Enfer, c'était une histoire de sumo tueur dans un immeuble. On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais on y retrouve déjà les teintes, les silences, les intérieurs, le mystère. Mais ça fait un petit peu série B, surtout dans la musique. Mais Cure, là, on a passé un cap. C'est vraiment sa montée en puissance et aussi sa visibilité hors du Japon, avec une sortie en France en 1999. Et avec ce film, il s'installe dans le paysage. Il y a plein de textes, plein de vidéos, plein de podcasts sur le film. Il y a notamment une masterclass à la Cinémathèque française où on y voit un homme adorable. Vous savez comme ils sont les Japonais. J'en veux aussi pour preuve une autre masterclass qui a eu lieu au Japon, une projection plus débat avec le réalisateur et l'acteur plus de 20 ans après, à l'occasion du 31e festival The Tokyo International Film Festival en 2018. C'est aussi une super masterclass où les deux ils se retrouvent, ils s'échangent de la complicité. Ce sont deux vidéos qui sont vraiment très agréables à regarder. Donc avec tout ça, j'ai pu éclairer le film davantage. Bien sûr, évidemment, vous pouvez vous douter, je rentrerai profondément dans le film. Donc assurez-vous de le voir. Je peux vous dire déjà de base, c'est un film qui détonne peut-être par rapport à ce que vous pouvez imaginer. Il y a des relents de certains grands thrillers américains qu'on connaît, mais c'est un film qui fonctionne très bien sur des non-dits, sur des rapports de plans. Il fonctionne cinématographiquement, j'entends. Et c'est un film qui est teinté d'une profonde noirceur. Et c'est une noirceur que nous allons essayer de présenter. Donc on va rentrer un petit peu là-dedans. Il y a quelques points qu'il faut clarifier avant de parler du film, notamment ce premier point, le J-horror. Alors, c'est une classification de films au Japon. On pourrait parler de films d'esprit, des films de fantômes, films de tension, de relations psychologiques sur l'étrangeté et l'ambiguïté. Ça, c'est quelque chose que Kurosawa a dit plusieurs fois en interview. L'idée d'ambiguïté est un maître mot vis-à-vis d'un certain nombre de films japonais des années 90, et lui, bien sûr, en fait partie. C'est aussi le J-horror, c'est ancien, j'entends par là. C'est de la mise en place du folklore japonais dans les récits. Et nous avons eu des magnifiques exemples, Ring ou Ju-on the Grunge. Ça, ce sont peut-être des exemples qui parlent plus directement au public occidental. La popularité des genres de films favorise les financements, comme les films qui ont été aussi des succès et des influences, Usual Suspect ou Seven, ou Le Silence des agneaux,
qui a vraiment, celui-là a été plusieurs fois cité par Kurosawa dans les interviews. Le silence des agneaux, plus que Seven, comme ça on pourrait dire. Seven semble peut-être plus approchant, puisque il s'agit aussi d'une enquête, mais il se trouve que dans l'ambiance et les choses, les rapports de manipulation, c'est le silence des agneaux qui est clairement beaucoup plus cité dans les impressions que donne le film par le réalisateur. C'est aussi une influence du cinéma américain des années 70, ça paraît évident, notamment, je trouve, dans la teinte des images et les couleurs du film. Ce ne sont pas des couleurs qui m'évoquent les années 90. On est déjà à un stade où on est fin 70, c'est granuleux à mort, c'est presque un petit peu sale, vous voyez ce que je veux dire, dans la pénombre. C'est quelque chose qui est proche de, comment dire, d'une influence des années 70, comme on a pu voir, vous savez, dans les films, même avant Seven, hein, bien avant Seven, on est déjà sur du postmodernisme, mais Angel Heart, voilà, Angel Heart est un peu l'oublié du film d'enquête sur l'étrangeté. Angel Heart cultive typiquement l'aspect granuleux et la zone d'ombre. Pour enchaîner sur un autre point, alors c'est une grande citation, c'est une citation que j'ai retrouvée d'une interview sur le site d'Arte. Il voulait aussi clarifier l'idée de l'influence et aussi de comment il est perçu en Occident vis-à-vis justement de Cure qui arrive comme ça, et on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire et de nouveau, voilà, qu'il y a un passage avant-après Cure, et lui il l'a jamais vraiment perçu comme ça. Alors je vous dis ce passage, c'est assez long. En Occident, on a tendance à considérer Cure comme le point de départ d'une nouvelle période dans ma filmographie. C'est aussi un film qui compte beaucoup pour moi, mais finalement qui n'est pas si éloigné dans mon esprit de Dor 3, parce qu'il s'agit du même élan de production. J'ai réalisé Cure après avoir tourné de nombreux films pour le V-Cinéma, donc c'est le marché de la vidéo. La principale différence est que j'ai pu réaliser Cure d'après un scénario original que j'avais écrit moi-même. Mais au moment où j'ai réalisé Cure, je n'avais vraiment aucune idée de la manière dont ce film pourrait être perçu à l'étranger. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu l'opportunité d'écrire mon propre film, donc on m'a proposé de le faire. Je me suis d'abord demandé ce que j'avais envie de raconter et de dépeindre. Le silence des agneaux a été un véritable déclencheur. C'est après avoir vu le film de Jonathan Demme que j'ai écrit un jet de scénario de Cure. Une fois le scénario rédigé, il s'est passé beaucoup de temps avant que le projet puisse voir le jour. Quand la production s'est enfin mise en place et que j'ai réécrit une nouvelle version du scénario, je me suis rendu compte que j'allais pouvoir réaliser un type de film que je voulais faire depuis longtemps et que je n'avais pas pu concrétiser dans le V-Cinéma, même si j'avais réalisé plusieurs histoires de Yakuza, un film policier qui décrit la relation entre un criminel et un détective, avec une tension extrêmement forte. J'ai conçu Cure ni comme un film de tueur en série, ni comme un film d'horreur, mais comme un mélange des deux. Avec, bien sûr, l'influence des scènes d'interrogatoire de L'étrangleur de Boston de Richard Fleischer, un de mes films préférés. Je vous invite à voir L'étrangleur de Boston à titre aussi personnel. Je m'aligne sur Kurosawa, c'est un film exceptionnel, L'étrangleur de Boston. 1968 le film. Voilà, on pense Richard Fleischer. Voilà, je vous ai fait récemment Mandingo sur la chaîne, je vous invite à voir la critique, mais L'étrangleur de Boston est vraiment remarquable. Il est en avance, osons le dire, c'est un film en avance sur son temps, voilà. Donc c'est un film très influencé par le silence des agneaux, l'échange évidemment entre Hannibal et Clarisse, celle où l'un se retrouve en prison et l'autre vient le voir. Et au final, c'est elle qui se livre comme jamais. Et il y a une citation très claire à un moment dans le film, dans un échange entre le policier et le criminel. L'horreur est connectée à une certaine réalité, pas dans le sens où la société créerait le criminel. Il vient de nulle part d'ailleurs, il vient d'une plage, on le voit sur une plage, on ne sait pas d'où il vient, mais plutôt comment les criminels créeraient un mouvement dans la société. Donc il faut inverser le système de valeurs. Et je ne perçois pas forcément une critique sociale, mais plus une observation d'une chose plus profonde qu'une structure sociale. Il y a une structure,
dans le sein même du corps social, mais aussi dans le sein même de la structure du récit, du film, il y a une structure qui appelle à plus qu'une simple succession de réponses à des questions ou des tableaux étranges. Vous savez, c'est comme la question « Qui êtes-vous » dans le film. Hein, c'est pas juste qui je suis, c'est qui êtes-vous à l'intérieur, évidemment. Nous avons la surface qui est, au sein du film, l'enquête. Donc, comme dans la société, on aurait les corps de métier, le corps social. Et on a l'enfoncement, l'image incompréhensible. On ne saisit pas. Et le plus profond serait le temps sur l'humain. Ici, on a une manipulation du temps. C'est lié à une mystique, évidemment. Lié au climat, par moment. Le vent dans la scène de l'entrepôt. Quand la personne se rapproche de l'entrepôt, il y a un vent de fou. Il y a une incertitude, je reviens sur cette notion de temps, mais il y a une incertitude, dans le temps du film. On ne sait pas quand a lieu telle ou telle scène. Il y a de nombreuses ellipses temporelles. Et des fois, les comportements psychologiques deviennent extrêmes presque d'un seul coup. Alors que souvent, la haine de l'autre, la violence de l'autre, le meurtre de l'autre peut mettre des mois, des années à apparaître. Alors que là, il est instantané. Donc le temps est complètement compressé dans le récit. Et cette grande bâtisse à l'abandon à la fin, eh bien c'est presque un espace mental. Ce n'est pas lié, c'est un espace hors du temps, mais même hors de l'espace. On le voit en premier, Sakuma. L'ami de notre détective Takabe. Il est devant, il est envoûté. Et le rêve de Sakuma suggère qu'il est allé voir le tueur Mamiya. Takabe y va aussi, par le biais d'ailleurs de son bus magique. C'est un plan où il est dans un bus, c'est une projection mentale qui avait déjà eu lieu, où il était avec sa femme, dans le même plan. Et là, il est tout seul. Donc là, c'est clairement une projection mentale, ce plan-là. Et la maison même est une projection, une continuité de ce bus, de ce plan de bus. Ce qui se passe donc dans la maison de Takabe. L'idée d'être seul tout en étant à deux. La présence par l'absence, évidemment. C'est un film dans lequel la confusion et la sophistication existent. Et ça nous renvoie aussi un petit peu au labyrinthe, au thème du labyrinthe, qu'on avait déjà dans son film précédent Le Gardien de l'Enfer, mais aussi dans son film suivant, Pulse, que j'ai vu pour l'occasion aussi, qui moi m'a un peu moins intéressé, mais il y a des choses qui sont évidemment qui travaillent le réalisateur. On a vraiment toute une procédure judiciaire, policière, pendant un temps. Donc encore une fois, cette surface policière, puis le rythme du film va se caler sur autre chose. Nous rentrons dans le film, nous creusons à l'intérieur. À la moitié du film, il est appréhendé. Comme certains films le font, on appréhende le criminel, on va le mettre en prison, et finalement en prison, il est plus libre qu'en étant en liberté. Classique. Et on va avoir de grands face-à-face. Et finalement, l'affaire n'est pas vraiment résolue dans le film. Ce n'est même plus l'intérêt de résoudre l'affaire. Peu à peu, on en voit toujours un petit peu plus sur des mécanismes, sur notamment la séance de Mamiya, la séance qui lui permet de rentrer dans l'esprit des gens. D'abord, de simples questions, puis après une flamèche, le briquet, puis après on commence à travailler le sujet. Il commence à donner d'ailleurs à un moment des motifs au personnage que simplement tuer. Il y a des mécanismes qui se mettent en place, parce que lui aussi, Mamiya, étant quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui hypnotise, eh bien il apprend aussi ce don-là. Donc au départ, et peut-être qu'il ne mettait pas de motif à ses personnages, eh bien à un moment il l'en met, parce qu'il voit que ça va peut-être poser problème. En fait, qu'on commence à creuser le sujet, donc on veut complexifier. Il y a plein de petites choses qui peuvent énormément stimuler le spectateur, sans pour autant devoir, déceler la moindre chose dans le film. Le film en cela est peut-être pas aussi divertissant qu'un film américain, mais il met sous tension. Le manque de divertissement n'est peut-être pas à prendre en compte dans ce type de film. Et l'envie à chacun de trouver une explication n'est peut-être même pas nécessaire pour apprécier le film. Je sais qu'il y a toute une branche de la cinéphilie qui court après les significations, les compréhensions, les théories et tout ça. Vous savez, comprendre la cohérence des plans, la cohérence de ci ou de ça. Mais
j'ai envie de dire, ça a moins de saveur quand on ne sait pas et qu'on est dans l'indécision. Quand on sait, on perd quelque chose. Le film est en même temps subtil, puisqu'on doit faire des rapports de plan, et en même temps, on a tout devant nous. Il n'y a pas quelque chose de caché. Je vous parlais de cette image mentale de bus. Cette image revient 2 fois, et on perçoit, par la nature du son, le plan avant et le plan après ce bus, qu'il y a quelque chose qui n'est absolument pas normal avec ce bus. Le fond du bus, c'est des nuages. Il y a quelque chose de profondément onirique avec ce plan. Donc, en cela, on peut percevoir que c'est un plan mental, mais juste parce qu'on l'a perçu, émotionnellement. Donc, comprendre le mystère, je dirais qu'on ne devrait même pas le comprendre. Encore une fois, c'est cette perspective qu'il faut avoir, ne pas comprendre le mystère, ressentir le mystère est plus important. On aime aussi quand on ne sait pas ce qui se passe. On aime quand on ne peut pas comprendre. Que le film aussi nous fait de la résistance, vous comprenez? C'est ça qui est beau. Mais après, on peut interpréter, hein. On peut surinterpréter. J'ai vu des délires sur Reddit, formidables. Et des choses qui, dans l'absolu, ne sont pas nécessairement fausses. Mais aussi les choses apparaissent parce qu'il y a des contraintes de production, de réalisation, de technologique, de scénario, et pas parce que le réalisateur avait prévu ça au départ et tout ça. Les choses n'apparaissent plus vraiment comme étant parfaitement ordonnées pour aller dans un sens, dans une cohérence d'analyse, de thématiques et tout ça. Par exemple, Mamiya commence avec un briquet pour sa flamme. Voilà, donc il hypnotise les gens avec la flamme. Donc on pourrait dire, oui, c'est un rapport aux éléments, alors il y a ci, il y a ça, et c'est parti. Mais c'était une chose commune à l'époque. Tout le monde fumait d'après le réalisateur. Donc pour lui, ça paraissait évident d'avoir un briquet. Rien à voir avec des grandes considérations thématiques. Et l'eau, par exemple, est intervenue par contrainte. Il ne pouvait pas utiliser le briquet dans le lieu où il filmait. C'était un endroit non fumeur. Donc, ils ont utilisé l'eau. Voilà. Donc c'est eau qu'il utilise un moment pour hypnotiser. Et c'est tout. Il n'y a pas de rapport particulier, de réflexion mystique sur les éléments. Des fois, c'est très terre-à-terre. Mais ça veut pas dire que ce qui a été choisi sera mal filmé ou mal présenté au spectateur. Donc à un moment, il faut aussi redescendre de son cheval, hein, de son cheval de l'analyse, hein, les chevaliers de l'analyse, hein, vraiment c'est ça. Autre chose, aussi sur la force de l'interprétation, et en cela je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes à écouter. Il y a un cadavre de policier qui est traîné à l'intérieur du poste de police. Puis après, on a Fumi, qui est la femme du détective, qui arrive à l'intérieur d'une pièce et qui dit « Je me souviens pas d'avoir lu un livre, donc problème de mémoire. » Puis après, nous avons Mamiya déplacée sur une chaise roulante. Et les 2 personnes sont centrées. Ce qui suggère que Fumi a quelque chose à voir avec cette histoire. Donc il y a un rapport entre les deux, par le montage, qui se fait, sans même que le spectateur ne lit directement les 2 espaces ensemble. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se déclenche. C'est dans le rapport de plan qui est formidable. Un rapport de cinéma, tout simplement. Autre rapport, on la voit aller au WC et la caméra la suit mais décroche pour aller dans les WC d'à côté, le WC des hommes. Et on voit la généraliste que Mamiya a lentement manipulé juste avant. On voit la généraliste en train de tailler un homme qu'elle vient de tuer. Et on crée cette coïncidence, un rapport entre les deux, entre Fumi et encore une fois le rapport à la manipulation, à l'hypnose. On crée cette coïncidence. On suggère peut-être qu'elle aurait rencontré Mamiya, comme la généraliste. C'est pour cela qu'elle est, justement, comme cela. Elle a la tête dans les nuages, elle se perd en ville, elle active le séchoir alors qu'il n'y a rien dedans, voilà. C'est un peu compliqué de relier les deux, mais il y a des choses brillantes qui sont proposées par des internautes, notamment sur Reddit, le post d'une personne qui s'appelle Shanner4042, et qui évoquait des rapports intéressants. Au début, elle est hypnotisée, et il y a des vibrations de table. Voilà. Au début du film, il y a une vibration de table. On se dit, oh,
c'est un tremblement de terre. Mais plus tard, on voit des vibrations et des ondes sonores causées par Mamiya avec son tabouret qui tape comme ça, qui cogne sur un radiateur pour provoquer des vibrations et qui lui permettrait de se libérer en envoûtant un des gardes. Bon, c'est pas un argument totalement valable à mon sens, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a un rapport entre les deux pour suggérer que Mamiya hypnose à distance Fumi pour atteindre Takabe. Et c'est quelque chose qui est renforcé par une parole de Sakuma, donc l'ami de Takabe, qui dit « Ça pourrait prendre une éternité pour mettre en place une suggestion comme celle-là, si l'hypnotiseur était un génie. » Voilà. Et là, sur ce post Reddit, c'est un post assez long, hein. Il y a quelque chose de très fascinant. Alors c'est quelque chose où, encore une fois, on est sur une surinterprétation, une espèce de vomi de choses qu'on peut essayer de... qu'on veut absolument croire, hein, donc on force des connexions comme ça, alors que je suis sûr, si on questionnait le réalisateur, il n'en aurait aucune idée. Donc à un moment, il y a aussi une réappropriation du film par les spectateurs qui voient ce qu'ils veulent, hein. Et on sait très bien que le meilleur exemple de ce genre de choses, c'est Shining, hein, où là, il y a un documentaire dont vous avez une petite vidéo sur ma chaîne d'ailleurs, où c'est un des délires complets. On fait des rapports avec les livres également, Mesmérisme et la fin des Lumières en France, c'est un livre et une note magnétisme animal et ses effets psychologiques. Quand il y a le personnage qui arrive dans la chambre de Mamiya, on a voilà, des bouquins et tout ça, donc là on sent qu'il y a des choses à coller en fait, et la fin du film nous invite à recoller les morceaux, à revoir le film à la vue des morceaux parsemés dans le récit. Ça c'est vrai, ça c'est réel. Mais à un moment aussi, on peut se fixer, et c'est tout à fait valable également, des limites sur l'interprétation et la surinterprétation des éléments. Mais je souhaitais quand même, dans le cadre de l'histoire, vous évoquer quelques idées pour vous faire miroiter vraiment la puissance, du récit et tout ce qu'il peut porter en lui. Quant aux interprétations, ne serait-ce que justement la succession des plans et la force de ce qu'ils peuvent suggérer. Le mot ambiguïté est un mot qui cerne le film. C'est en cela qu'on ne peut pas dire vraiment que c'est un film d'horreur, mais plus, selon les termes du réalisateur, un film sur la monstruosité humaine. C'est ce qu'il précise en interview. Un peu comme le manga Monster, pour ceux qui connaissent. Ou encore, pour les autres qui connaissent, la monstruosité ou les monstres qui sont en nous, d'après Carpenter. Il y a quelque chose qui échappe à notre raisonnement, comme si c'était une sorte de mal prêt à être activé. Et c'est un petit peu ce que suggère le personnage du détective dans plusieurs scènes. Il y a cette ambiguïté entre tueur et saint. L'acteur principal le joue très bien. Il a un regard calme et en même temps bouillonnant. Le personnage de Takabe est stoïque, comme s'il voulait se protéger des attaques éventuelles. Il reste professionnel. Il ne cède pas à la panique. Il ne cède pas à l'émoi. Mais c'est en même temps un héros qui attend quelque chose. Il attend un signe. Un truc mystique. J'ai eu cette impression quand on a ce plan de lui qui est sur les toits et qui regarde la ville comme ça. C'est comme s'il pouvait tout d'un coup déceler quelque chose dans cette ville. Ah, le crime, il frappe par là. Voilà. Il est réceptif, j'entends par là, aux forces qu'il peut découvrir. Et on enchaîne, comme par hasard, hein, on enchaîne quoi après cette séquence où il est sur les toits? Et bien sûr Mamiya qui est sur un toit. Et là, en cela, on crée déjà un lien. Nous avons une autre scène où nous avons un chant contre chant entre Takabe et Mamiya et une partie du visage de l'un est couverte par l'autre. Donc ils sont déjà connectés. Ils fusionnent, ils se répondent. Au-delà de se répondre dans le chant contre chant, ils se répondent déjà l'un l'autre. Ils fusionnent. Certains vont même assez loin en disant que le coat que porte Mamiya à la fin dans la séquence de l'entrepôt, de l'espèce de grande grange un peu mystique, qui est, comme je vous le disais au départ, une image mentale. Est-ce que ce serait pas le coat qui avait été laissé au pressing et que Takabe n'a pas pu récupérer? Est-ce que Mamiya l'aurait donc pris par vol ou par hypnose du mec du pressing? Ah, on ne sait pas.
Mais il y a ça, il y a ces deux scènes où au début du film il vient récupérer quelque chose et dans une autre scène, eh bien la personne ne trouve pas le coat. Donc là on peut se dire, ah ben, le coat c'est peut-être Mamiya qui l'a. Voilà, ça ce sont des choses qui renforcent davantage comment dire, l'insertion de Mamiya dans sa vie et la fusion entre les deux personnages. Mamiya est de base dans une mystique liée aux éléments. Bon, je vous disais au départ que des fois ça peut être un peu branlant, mais dans le principe, il est lié de base à la terre. On commence, il est sur la plage. Voilà. La terre, la mer, le vent, ce sont des éléments auxquels il est lié tout de suite. Il contrôle aussi les éléments, le feu et l'eau. L'eau qui se déplace comme ça sur le sol, c'est très amusant. Il rentre aussi dans la tête des gens, il s'assure que l'autre le suit bien, avec tout un processus pour attirer son attention. Et dès qu'il a son attention, il le saisit. Avec ce feu de briquet, nous avons la première séquence quand il est chez le couple et qui fait rentrer, je crois que c'est un étudiant, de plus en plus dans son processus. Et là, hop, il le chope, il l'absorbe. Il l'absorbe comme lui a été absorbé par ses recherches. Quand on voit l'état de son appartement, il y a un empilement de livres, un empilement de sujets. Son état mental lui-même est fragile. Et il est lui-même sans mémoire. Il le dit à l'hôpital. Avant, j'existais à l'intérieur de moi-même. Et maintenant, je ne suis qu'à l'extérieur. C'est pourquoi je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Voilà. Il est devenu une sorte de passeur de ce pouvoir. Il expérimente ses études. Il y a, par exemple, la tentative d'hypnose sur la généraliste, où il fait un geste très agressif, je trouve. C'est qu'il pose la main sur la tête de la femme et dit « Ne me regarde pas ». Il ne contrôle encore pas totalement tout, mais il expérimente. Via par exemple cette image assez terrible du singe qui est tué avec un gros X sur le cou. Sûrement l'œuvre justement de Mamiya quand il était peut-être lui-même hypnotisé. Il s'est lui-même hypnotisé sur un miroir par exemple. Cela amène à une autre idée, le transfert de cette volonté à Takabe, qui semble avoir le même pouvoir à la fin du film, peut-être même encore plus fort, on ne sait pas. Peut-être pour aller dans ce sens, et là c'est parti pour l'interprétation, à la fin du film, il y a un X pour confirmer le transfert d'énergie qui est fait à la fin du film par Mamiya. Un geste qu'il fait du doigt. Et à la fin, la pauvre serveuse qui sort le couteau, quand vous regardez sur son dos, il y a un énorme X que fait son tablier. Ce n'est pas un X tranché au couteau, mais nous avons pu constater qu'il y a des X qui sont posés à la peinture, par exemple. Donc voilà, il y a des choses à dire, il y a de la suggestion hypnotique. On hypnose par les objets, un petit peu comme Get Out, pour ceux qui ont vu le film. Ce n'est pas le même registre, mais l'utilisation des objets pour hypnotiser est là. Le briquet, c'est le contrôle dans le film. C'est une perte de soi, de son identité, représentée par la perte de mémoire, tout simplement. Les plus stables émotionnellement sont ceux qui vivent leur vie selon des règles. Ils ont des petits rituels et dons qui sont manipulables dès que nous connaissons ces rituels. Takabe est instable émotionnellement, impulsif. C'est compliqué d'installer un rituel pour l'envoûter, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il court-circuite la concentration. Il explose tout le temps, pas facile de l'approcher. Contrairement à ceux qui ont une petite vie bien réglée et donc qui est facilement perturbable. Alors que quelqu'un qui est déjà perturbé, c'est compliqué de savoir comment il peut fonctionner pour réussir à le choper. Lui, il est déjà un peu envoûté, Takabe. Il voit sa femme perdue, il est carrément dans une illusion de sa femme pendue à un moment, alors que les deux personnages sont séparés dans l'espace, et quand ils sont à nouveau connectés dans l'espace, eh bien on se rend compte que ce n'est qu'une illusion qu'il avait rêvée en pleine lumière. On travaille beaucoup sur la frustration des gens. Takabe est frustré avec sa femme. Il doit défaire le même geste, éteindre le séchoir vide, et trouve un écho dans la répétition des questions de Mamiya. Le jeune homme ne répond pas aux questions de façon systématique et ça lui rappelle la maison, donc ça lui casse les couilles et il en devient vraiment très irrité. La femme de Takabe, d'ailleurs à ce propos, a été un ajout
à l'histoire de base. Ce n'était pas quelque chose de prévu dans le scénario original. C'est un ajout et ça rajoute des perspectives de lecture. Mais ce n'est en aucun cas, ça ne peut en aucun cas être une pièce principale d'une analyse, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été érigé au cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est la confrontation entre les deux, jusqu'à la mort de Mamiya. Et on est presque content de voir cette mort de Mamiya. En tout cas, le personnage de Takabe l'est. Il s'assoit tranquillement au restaurant et il mange, alors que dans la scène précédente, il n'avait quasiment rien mangé, dans la même valeur de plan. Donc on nous fait un rapport de soulagement, un rapport de détente, alors qu'il vient de tuer. Nous avons finalement aussi, nous, spectateurs, accepté cette violence. On est devenu violent. On est vidé de toutes sortes de stress. On est tranquillement en train de se dire l'histoire est terminée. Tout comme le personnage est vidé de tout stress à la fin du film. Et ça, c'est aussi effroyable à la vue des scènes précédentes. Et c'est en cela, et moi ça me fascine parce que c'est quelque chose que j'avais déjà travaillé dans un court-métrage à l'université il y a de cela des années, il y a plus de 10 ans, il y a presque plus de 15 ans, c'est que le nom du film suggère une maladie à guérir. Mais le nom a été changé suite à une attaque, bon je vous passe les détails, le nom d'origine était du domaine plus religieux, c'était évangéliste, donc l'idée de propagation, de contagion du meurtre, et ça me plaît, oui j'avoue, ça me plaît cette idée de contagion du meurtre, je l'ai déjà travaillé d'une certaine façon dans un court-métrage, mais l'idée que la haine se transmet comme ça d'une personne à une autre via des objets ou via justement une hypnose, la thème de modification de ce qui est familier est absolument crucial, nécessaire, et Cure parle précisément de ce changement de personnalité. Et c'est ce que je vous disais au départ. Généralement, avec le temps qui passe, on voit un changement dans le temps de la personne, mais ici c'est instantané. Regardez le policier dans ce plan séquence, le policier change instantanément, dans le temps, on laisse la chose se dérouler. Voilà, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Et en cela, Cure est aussi un film de fantôme dans le temps. On met le fantôme dans le cadre urbain, ou le cadre contemporain, avec la VHS, un Ring, ou dans le béton, directement, dans le film suivant, Pulse. Nous sommes dans des fantômes qui ont pris un autre aspect. Ici, le fantôme, c'est le temps du film. Kiyoshi Kurosawa, avant de faire ce film-là, il a fait du V-cinéma, donc du cinéma en vidéo, dans les années 90, avec des films à très bas budget, des films de Yakuza. 5 films par an, c'est un délire. Donc il fallait être inventif. Et ce cinéma-là, avec Cure, c'est un cinéma artisanal. Par exemple, j'ai trouvé quelques exemples en interview, c'est très parlant. Il y a une flaque de sang dans le plan du meurtre du policier. Vous savez, ce plan en journée où il sort du poste et il y a son collègue qui lui tire à bout portant. Il y a une flaque de sang par terre qui apparaît. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment la flaque de sang, elle peut apparaître comme ça? Eh bien, le flic avait un tuyau de bas en haut de son corps qui amène jusqu'à la tête, sûrement avec le col, il y avait un petit tuyau. Il y avait un assistant réalisateur dans un buisson devant le commissariat, donc qui était probablement visible dans le plan, c'est-à-dire un buisson dans le plan. Au moment de la chute, il injectait le sang avec un tuyau, une petite machine, pour que ça arrive jusqu'à la tête. Voilà, ça c'est un petit travail artisanal qui est propre justement aux petits films inventifs qui n'ont pas beaucoup de budget. Ou le déplacement de l'eau sur le sol. À un moment, on voit l'hôpital avec Mamiya, l'eau qui se déplace sur le sol et on sent la direction que prend l'eau. Et c'est compliqué, on ne dirige pas l'eau. Eh bien si, parce qu'ils ont filmé un sol factice de salle d'examination qu'ils ont légèrement penché pour contrôler la direction de l'eau. Et bien sûr, avec l'angle de caméra, on a l'impression que ça filme un sol classique, un sol bien droit d'une salle d'hôpital. Voilà. Au-delà de l'artisanat qui, je pense, a toujours été dans son ADN, peut-être même jusqu'à récemment, je n'ai pas vu des films récents de Kurosawa, il y a des choses qui le distinguent vraiment de son précédent film, Le Gardien de l'Enfer. C'est deux choses, à mon sens. C'est la fragmentation et l'utilisation de la musique.
vis-à-vis de l'utilisation de la musique, il n'y a quasiment pas de musique. Il y a une petite musique au début du film, voilà. On a une espèce de meurtre, voilà, d'une prostituée avec une petite musique joyeuse au début. Ça fait une sorte de décalage, d'absurdité. Ça, ce qui se passe dans le film, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et par rapport au Gardien de l'Enfer, qui joue beaucoup sur la fragmentation, et bien ici c'est beaucoup moins fragmenté. On a des plans très longs. On a une ambiguïté qui vient justement dans la longueur des scènes, la longueur des plans. Dans la même scène, on a l'état normal d'un personnage et son état anormal qui apparaît. Et ça laisse aussi finalement pour le jeu d'acteur de la marge pour s'exprimer avec son visage et son corps. Et ces longues prises créent aussi une tension, un choc quand il y a un meurtre ou quand il y a une violence. Et c'est superbe, il y a quelques moments qui sont très très beaux. Le meurtre du policier en plan fixe, je vous en ai déjà parlé, mais c'est un plan fixe comme ça d'une rue, vraiment un plan qui semble complètement paisible et le plan reste. Il y a le plan qui continue et on se dit il y a quelque chose dans ce plan qui va se passer. Et cette fixité, elle est louche. On attend quelque chose en fait, car on commence à percevoir par le cumul des scènes précédentes, à la 36e minute, il y a quelque chose qui va arriver. Et l'interrogatoire du policier, elle est formidable aussi. C'est un plan, c'est 5 minutes. Et dans la même scène, dans ces mêmes 5 minutes, on a un simple interrogatoire qui change, qui va se transformer pour montrer les effets de la suggestion hypnotique en un seul plan. Et à la fin, il dit « Je me souviens de rien ». Et hop, caméra aux toilettes pour voir un autre meurtre. Voilà, remarquable. Et autre plan séquence qui, lui, dure 8 minutes. C'est une séquence de confrontation de 8 minutes, dont un plan qui fait quasiment 6 minutes, je crois même un peu plus que 6 minutes, sur Mamiya et Takabe. Et encore une fois, c'est une leçon sur l'inversion des rôles, où nous voyons les acteurs changer de position, qui donne un nouveau statut de domination de l'un par rapport à l'autre, vis-à-vis de sa position du cadre, de qui au premier plan, qui au deuxième plan, la position et le contrôle. Ça, c'est quelque chose qui est très classique. Vous le voyez beaucoup chez Spielberg, vous le voyez aussi un peu chez Hitchcock. Vous connaissez aussi ça, qui fonctionne plus dans un rapport triangulaire chez Orson Welles, qui est debout, qui est assis, et ça correspond au dialogue. Et c'est justement avec le héros qu'on a la phrase « Parlez-moi de vous ». Et en cela, on achemine le processus du rituel qu'on a toujours vu un peu fragmenté. Dès que Mamiya prenait le contrôle de quelqu'un, on avait toujours un bout du rituel, mais jamais son entièreté. Et bien ici, nous avons l'entièreté du rituel, avec le fameux « Parlez-moi de vous », et la scène va faire des révélations en fond de plan, comme par hasard. Plusieurs fois dans le film, on a la révélation en fond de plan. Il y a quelque chose qui apparaît en fond de plan. Et là, on a totalement Pulse, son prochain film, qui continue dans cette lancée-là. Il y a des choses terrifiantes qui se passent en fond de plan dans Pulse. Mais c'est pour aussi capter l'attention. On a par exemple ce fond de plan dans la rue avec le feu rouge, ou la scène des WC avec la généraliste, on baisse sa garde un petit peu et hop, on a un mec qui arrive dans les WC et qui est choqué en fait. On a beaucoup de plans aussi qui sont coupés entre ombre et lumière, c'est super beau. Vraiment, les zones d'ombre sont des zones de pouvoir en fait dans le film. Et on a cette séquence qui est belle où il y a Takabe qui arrive dans une pièce et il sait qu'il y a le tueur et il le trouve pas. Et c'est super parce qu'on a le tueur qui est dans une zone d'ombre qui fume, je crois, une cigarette, et on a le mégot de cigarette qui s'allume et qui s'éteint. C'est super, en fait. Il y a plein d'idées pour travailler sur les ombres. Et on a cette scène, finalement, cette scène de fin qui est tout aussi mémorable que le reste des séquences, où il hypnotise sans même effectuer quoi que ce soit. Il y avait encore beaucoup de choses. Elle devait normalement, dans la séquence, j'entends, elle devait rentrer dans la cuisine, croiser plusieurs fois sa manageuse, mais au montage, finalement, ils ont coupé. Ils ont coupé dans le montage. Elle lui dit quelque chose à l'oreille, elle a une croix dans le dos et elle prend juste un couteau et ça évoque le reste au public. C'est-à-dire que ce n'est pas terminé. Mais par contre, la critique, elle est terminée. Je terminerai peut-être sur une citation de ce bon vieux Nicolas Artopoulos, qui est un fan du réalisateur. Donc, cette critique, non seulement elle est pour Rob, qui a gagné le quiz, mais aussi pour toi, Arto, parce que je sais que tu aimes bien le film et que tu regarderas cette critique. Tu disais du réalisateur
que c'était un cinéaste de l'invisible. Et je crois que Cure est un merveilleux exemple de cette formulation cinéaste de l'invisible. C'est le temps est invisible et pourtant il le filme dans Cure. Voilà, pour moi c'est vraiment... je ne sais pas si c'est son meilleur film, mais en tout cas, c'est un film qui est tout à fait approchable. Je devrais dire que c'est peut-être la porte d'entrée pour découvrir son cinéma. Moi, je lui mets un 17 sur 20. C'est vraiment remarquable. Alors, il y a des petites touches peut-être où on bloque. C'est vrai qu'à la première lecture, il y a des choses qui nous échappent beaucoup. Et quand on le regarde une deuxième fois, on saisit mieux en fait l'ensemble, le tableau d'ensemble. Mais c'est un film qui détonne. Voilà. Par justement le fait que ce n'est pas un film occidental, donc il y a des choses qui nous échappent aussi dans la lecture de l'image et dans le rapport au plan, mais c'est aussi un film qui détonne peut-être par rapport à ce qu'on peut attendre d'une enquête policière et finalement une enquête qui n'est jamais vraiment résolue, ou elle n'est pas résolue officiellement. Elle est résolue d'une autre façon, voilà, une façon peut-être qui nous déplaira, mais qui est en attendant celle que le réalisateur a souhaitée. Je vous recommande bien sûr de regarder ce film-là. Je remercie Rob pour sa suggestion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup pour éventuellement les commentaires que vous ferez sur la vidéo. Moi, ça m'a bien fait plaisir de creuser un peu ce film-là. Je vous souhaite encore une fois merci du soutien, de votre abonnement, de vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!